Allez, c'est parti, je vous parle du nouveau blockbuster Made in France de Netflix, Balles perdues 3. Mais pour en parler tout de suite avec moi, le réalisateur de la trilogie, Guillaume Pirret. Hello Salut. Guillaume, comment vas-tu? Bonjour John, ça va et toi? Mec, ça va super, merci à toi de te joindre à moi. Alors pas dans un format 7ème dimension, live tous les jeudis que tu connais, mais ça ce serait cool un jour que tu viennes dans cette émission. Ah bah, je suis au chômage technique, donc vas-y, n'hésite pas. Hein. Ah ouais. Le temps que tu repartes sur un projet, on a quelques jeudis devant nous. Bah, bien sûr, carrément. Si tu veux jouer à Warzone, je suis là. Si tu veux jouer à la console, vas-y. Ah putain, attends, moi je suis équipé chez Xbox Series X. Ah non, désolé alors. Je dois couper ce live. Ciao. Ah putain, ouais, t'es en PC, t'es un joueur PC, ça y est, tu vois. Non, pas du tout, je suis un joueur PS5, moi. C'est PS5, il y a du cross-platform, donc faut s'amuser. Oui, voilà, tout va bien. En tout cas, mec, déjà, félicitations. Le film Balles perdues 3, pardon, il est sorti le 7 mai, mercredi. Il est déjà premier, j'ai vu Topflix dans le monde. Et deuxième Topflix dans le monde et premier en France. Donc ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. Yes. C'est vraiment cool. Bah, tu m'étonnes. Une saga qui a commencé, il me semble, en 2020, il y a 5 ans, avec le premier opus. Ouais. Et moi, j'ai une première question. On est sur une trilogie. Déjà, c'est ultra rare dans le cinéma de genre français, dans le cinéma d'action français, d'être à l'origine d'une trilogie. Moi, je voudrais savoir comment est né Balles perdues. Comment est né Balles perdues? Balles perdues, si tu veux, moi j'ai commencé par faire plein de courts-métrages d'action depuis 2004 à peu près, un par an. Au bout d'un moment, il est temps de passer au long-métrage. Ça faisait très longtemps que j'essayais, j'étais en province, etc. avec mon meilleur pote Rémi Lautier, qui est aujourd'hui le producteur des Balles perdues. Yes. Et du coup, on a fini par monter sur Paris, se professionnaliser là-dedans. Donc moi, j'écrivais des scénarios pour divers producteurs qui avaient remarqué un de mes courts-métrages, en fait. Et je commençais à développer plein de scénarios de longs-métrages, des trucs fauchés, en fait, parce que tu te mets dans une configuration où tu te dis, moi, si je veux faire du genre, en fait, j'ai pas le choix, il faudra que ce soit fauché, il y aura pas de thunes. Et donc j'ai écrit plein de mini-pitch comme ça, et un jour je trouve l'idée de Balles perdues, qui était vachement influencée par un épisode de The Shield de la saison 4. J'ai écrit un tout petit huis clos dans un commissariat d'un flic, l'histoire d'un flic qui perd son arme de service en fait, et quand il la retrouve, il manque une balle. Et du coup, ça plaît à des producteurs, et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu réfléchis à où peut être cette fameuse balle, et puis le naturel revenant au galop, tu te retrouves à mettre la balle dans une voiture, et du coup, tu te dis, poursuite en voiture, baston, et là, ça devient un vrai film d'action, et là, il n'y a plus aucun producteur qui est OK pour faire le film, sauf évidemment Rémi Lautier, dont ça allait être le premier film, finalement, en tant que producteur, et ça, c'était génial. Et à partir de là, j'ai décidé que, au lieu de faire de développer plein de scénarios différents de petits films, j'allais me concentrer que sur celui-là, et qu'on allait le tourner quoi qu'il arrive, même si on devait le financer nous-mêmes en fait. C'est intéressant, excuse-moi de te couper, c'est intéressant que tu parles du cheminement de cette balle, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire sur le fait qu'ils sont intéressés quand ils voient effectivement le pitch que t'écris, plutôt polar, et puis dès que tu veux partir en mode action, machin, oula, c'est chaud les gars. Ah bah là, oui, catastrophe. Ouais, bien sûr. C'est catastrophique techniquement. Bon, et alors moi j'ai une autre question pour toi, parce que je pense qu'on est un peu de la même génération, toi et moi, génération qui a grandi dans les années 80-90. Ouais. L'inspiration, toi, du film d'action, je pense que on a plus ou moins les mêmes références, mais toi, ça te vient d'où ça? Moi, ça me vient d'où? Ça me vient de ça va venir de la télé en priorité. Si on parle uniquement de poursuites, de véhicules qui explosent, etc., moi, c'était vachement l'agence Tourisque, et puis les dessins animés comme Bibi et le Coyote, et puis plein de trucs comme ça, en fait, tu vois. Et au cinéma, du coup, en VHS, c'était comme toi, je pense, tous les Indiana Jones, les Batman, les Ghostbusters, donc toujours des films, je pense à Ghostbusters et Batman, parce que dedans, il y a toujours un véhicule emblématique. Et du coup, moi, c'est un truc qui a nourri mon enfance, qui a jamais changé. J'étais fan des Transformers. Voilà, tu vois, la DeLorean, évidemment. Là, on voit des petits Transformers chez moi. C'était mes jouets préférés, et aujourd'hui, je peux enfin les acheter sans qu'on me dise non. Donc, je suis là, et du coup, voilà. Donc, les véhicules au cinéma et dans les séries, c'était hyper important, en fait. C'est intéressant que tu aies été intrigué comme ça par tout ce qui est machinerie, quelque part.
Parce que ça se ressent, là, du coup, là, tu vois, tu m'en parles comme ça, je le vois dans tes films, hein, que t'es effectivement un amoureux du véhicule, de la machine, et donc ça, c'est cool. Et donc, le succès très vite avec Balle perdue, parce que comme je le dis, on est sur une trilogie, c'est ultra rare en France. Il y en a, on connaît des sagas comme ça. La première qui me vient, moi, c'est Taxi. Moi, je suis pas un grand fan de tout ce qui est comédie d'action en France. Je trouve moi non plus. Voilà, moi je préfère les trucs premier degré en France, tu vois, genre comédie, action, tu vois. Je trouve qu'on sait pas encore le faire, pour être tout à fait honnête avec toi, et c'est pour ça que j'étais plutôt en train, moi, quand j'ai vu le premier Balle perdue, à dire ah ouais putain, déjà d'une parce que je suis un amoureux du practical. Tu sais, sur la chaîne, j'ai reçu des directeurs artistiques. Le parrain de la chaîne, c'est un directeur artistique, Patrick Tatopoulos, des gens, des gens qui qui créent. C'est un ami en plus, tu vois, et qui vont se creuser les ménages pour savoir comment ils vont mettre sur un set, comment ils vont créer un set. Est-ce que ça va passer par digital? Maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup le cas, malheureusement. Est-ce qu'on va y aller practical? Et le practical, quand t'es un artisan, t'es amoureux du practical. Et nous, c'est ce qui nous manque de plus en plus. Et là, rien que voir, là, sur le dernier opus, des scènes d'action en practical, félicitations, parce que ça, vous avez dû, les gars, vous avez dû mettre les mains dedans, putain, mouiller le caleçon, mouiller la veste. Raconte-moi, moi j'ai eu la chance, parce qu'on a un pote en commun qui s'appelle Triskel, qui est ton cadreur, et j'ai eu la chance de voir le crash du véhicule, le crash de l'hélicoptère en live. Alors moi, je l'ai vu en rough shot. Oui, t'as vu la prise entière. Ça devait être un téléphone qui devait filmer le cadrage, tu vois. Oui, voilà, ok. Voilà, tu vois. Mais j'ai dit, putain, les mecs, ils ont dû poser des caméras partout et tout. J'ai hâte de voir le résultat final. Donc lui, il était très excité parce que c'est vrai que cracher un hélicoptère dans le cinéma français, putain, ça se compte sur les doigts d'une main. Surtout aujourd'hui, on fait tout en CG. Raconte-moi un petit peu la coordination technique, logistique de pouvoir réaliser ce genre de choses en live, en dur. Bon, alors déjà, moi j'étais obnubilé par Broken Arrow. Tu vois, quand le film est sorti, il y a eu 4 crashs d'hélico dans le film. Et en fait, chaque crash, je trouvais ça absolument fantastique. C'était fou, ces engins volants qui ont l'air de coûter des millions et des millions de dollars qui se font éclater comme ça. Et puis, il y en avait 4 en plus. Donc, même s'ils ont eu recours au CGI, aux maquettes, etc., ça restait absolument bluffant. Je me souviendrai toujours du premier. Donc, du coup, c'est une idée qui vraiment m'obsédait depuis très longtemps, cracher un hélico. Puis après, j'ai commencé à voir un peu dans les films, parce qu'il y a un petit millier de films, finalement, où il y a des hélicos qui pètent. Et c'est toujours des hélicos, à part dans Terminator 2, en fait, c'est toujours des hélicos qui sont en vol stationnaire, tu sais, ou des hélicos qui sont faits en maquette ou en 3D. Et moi, je voulais absolument, avoir un crash d'hélico, mais d'un hélico en mouvement. Voilà, pas l'hélico de Die Hard 4 qui est en vol stationnaire et qui se prend un taxi dans la gueule. C'est vachement bien et tout, mais cracher des hélicos qui sont en vol stationnaire, ça m'intéressait pas. Et du coup, la seule rêve qu'on avait un peu, c'était Terminator 2. Parce que c'est pas un vrai hélico qui se crache, mais c'est un hélico qui est reproduit en balsa, quoi. Enfin, c'est une carcasse, voilà. Et donc, du coup, quand on en parle avec les chefs de poste, donc David Julien et puis Jérôme Miel, qui est responsable de tous les effets de plateau. Donc c'est sur ces 2 personnes que vont reposer toute la pression, le stress, etc. Et donc pour ces 3 secondes de crash d'hélico, c'est ça qui a mobilisé le plus de gens finalement. Ça a été des réunions sans fin autour d'une table où j'explique du coup avec on le voit d'ailleurs, je sais plus où là. Ici là, tout en haut, là. Le tout petit hélico qui nous servait de maquette quand on est réunis autour de la table. Et puis on cherche le meilleur moyen de faire ça puisqu'on n'aura pas de pilote dans l'hélico à ce moment-là. Et on sait très bien aussi que ce sera juste une carcasse d'hélico, ce sera pas un hélico avec un moteur, des pales, un rotor, etc. Mais même sans ça, il faut trouver comment bouger cette énorme masse et comment percuter le camion. Et donc c'est des discussions sans fin. La question du CGI, elle était déjà résolue, c'est-à-dire no CGI. Ça c'est sûr, on le fait en dur. Les hélicos existent, il y en a, donc autant les filmer des vrais, quoi. Très bien. Les CGI allaient être réservés pour tout ce qui est les hélices, les pales, etc. Parce que ça c'est au-delà d'être très dangereux à faire en vrai.
c'est surtout que ça rend pas bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'un hélico se crache à cette vitesse, en fait, avec des vraies pales, elles vont se casser et puis t'as l'impression que c'est un jouet, en fait, l'hélicoptère. Ouais, et du coup, j'aurais eu un effet maquette qui aurait été vraiment dommage. Donc, tout est refait en 3D pour sécurité et puis pour une question de rendu aussi. Et puis voilà. Et donc, c'est des mois, des semaines à réfléchir à comment on va faire pour faire bouger l'hélico avant qu'il se crache. Et l'idée toute bête vient de David Julien, qui est, on le pose sur une remorque qui est tractée par la dépanneuse qui est devant. Donc ça tombe bien puisque voilà. Et puis ensuite en VFX, par contre, on efface. On utilise beaucoup les VFX pour effacer les gens comme Triskel qui sont dans le cadre, tu vois, ce genre de choses. Les caméras, les câbles, voilà, c'est normal. D'accord. Et donc, ouais, parce que je l'ai vu effectivement, hein, cette dépanneuse. Et du coup, au-delà de ça, il y a aussi, il me semble, parce que moi j'ai beaucoup aimé le final, pour être tout à fait honnête avec toi, dans ce film d'un peu moins de 2 heures. Moi j'ai beaucoup aimé la scène finale. Effectivement, c'est la plus spectaculaire, et même en rendu, je trouve, en termes d'ampleur et même en rendu de photographie, vous avez une belle journée déjà, donc ça se voit automatiquement. Ça c'est cool, et ça donne un côté très j'ai envie de dire très américain à l'image par rapport au reste du film qui est où il faisait moins beau, tout était plutôt gris, même si vous avez tourné dans le sud de la France. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Et il y a un truc, il y a l'idée des fireworks là, des feux d'artifice qui marchent super bien. Alors il y a eu et j'imagine il y a eu des vrais feux d'artifice parce qu'il y a les canons feux d'artifice sur la remorque. Ça c'est génial, je trouvais ça super comme idée. Il y a eu les camions feux d'artifice sur la remorque et donc il y en a eu en CGI aussi, j'imagine, parce que tu vois l'hélicoptère slalomé entre. Et donc là, tu as un pilote à ce moment-là qui slalome, comment ça se passe? En fait, si tu veux, les premières explosions qui vont avoir lieu devant l'hélico, donc les premières explosions qu'on voit dans le film sont réelles. C'est-à-dire que ça, c'est parce que l'hélico est assez haut, la dépanneuse tire vraiment les feux d'artifice, c'est-à-dire que tout est fait en vrai pour le coup, c'est les vrais canons qui tirent les vrais feux d'artifice. C'est des feux d'artifice qui sont vraiment maous et il y a une distance de sécurité qui était bien avec l'hélico parce qu'il était en hauteur. Donc ça, on pouvait se le permettre. Mais après, une fois que l'hélico il fait du razmot et qu'il a une chorégraphie prédéfinie en fonction des arbres, là, on peut plus s'amuser à tirer des feux d'artifice parce que les feux d'artifice, quand ça pète, ça envoie des boules de phosphore. C'est un enfer, quoi. C'est hyper dangereux. Donc là, certains sont faits en 3D, certaines explosions, effectivement. Voilà. Et en tout cas, ça ne se voit pas, je trouve. C'est super bien fait. Vous avez réussi à bien mélanger effectivement le practical du CG. On le voit pratiquement pas. Même les feux d'artifice qui partent et ceux qui pètent devant l'hélico, franchement, ça, à part ceux de loin, quand on voit vraiment que ça fait le mode spectacle et tout. Mais sinon, franchement, c'est assez bluffant. Et sur le Balle perdue 3, donc le 1 ayant été un succès, à chaque fois, j'imagine que ton enveloppe, elle a dû, avec la production, la confiance chez Netflix, elle a dû changer et être un peu plus confortable. Donc, pour faire plus de choses, et d'ailleurs, on voit, et puis même, t'as même changé, je veux dire, il me semble dans le 2, t'avais un véhicule qui faisait je sais pas comment on appelle ce truc-là, c'est comme si... Le taser électrique géant qui envoie les véhicules dans les airs, Qui envoie les véhicules dans les airs. Et puis, donc, t'as fait évoluer aussi, du coup, l'action en dur, l'action mécanique, et ça, c'est cool. Donc, est-ce que t'as eu une enveloppe plus confortable déjà pour le 3, et surtout, parce que j'imagine, ça devait être quoi, peut-être, moi, j'estime ça à 8 millions d'euros à peu près. Mais, et est-ce que surtout, tu as eu plus de jours de tournage? Ça, c'est ma vraie question, en fait. Parce que pour ce genre de choses, le temps, de toute façon, sur un tournage, le temps, c'est la référence. Et surtout quand tu es sur quelque chose comme ça, qui demande beaucoup de logistique, beaucoup d'ampleur, beaucoup de temps, beaucoup de répétition. Enfin, répétition pas trop, parce que quand tu craches des choses, malheureusement, tu n'as qu'une take. Mais au moins, il faut coordonner les répétitions. Est-ce que tu as eu plus de temps au fil des films? Oui, parce que c'était un peu comment dire, c'est un peu l'idée, c'était de reproposer du film d'action finalement français et bien de chez nous. Et pour ça, en fait, il faut commencer petit. Donc, on a eu Balle perdue 1 est un budget tout petit. Après, sur les budgets que tu donnes, bon, c'est pas ça parce que comment dire, il faut estimer les films, c'est bien plus que ça. Tu vois, c'est-à-dire que aujourd'hui, un film qui coûte par exemple 10 millions, c'est un film qui coûtait un peu moins de 5 millions il y a 20 ans, par exemple. Oui, tout à fait, bien sûr. Les budgets, quelque part, ils explosent parce que la vie coûte beaucoup plus cher, etc. Au final, bon, bref, ce que je voulais dire, c'était que on a plus. L'idée, c'est de progresser. C'est un truc qui se construit petit à petit. Donc, si le 1 marche, le premier réflexe,
des financiers, ça va être de dire, si vous avez fait le 1 qui marche à ce prix-là, vous allez faire le 2 à ce prix-là aussi, finalement. Et la réponse était non, impossible, justement. Il faut qu'on aille plus loin. Le cinéma d'action demande d'avoir de l'argent pour continuer, pour atteindre une ambition un peu plus élevée, quoi. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc, tu as une enveloppe plus confortable. Et en termes de jours de tournage? Oui, pardon. Alors, en termes de jours de tournage, celui-là, il fait 68 jours, ce qui est bien, mais on tournait en hiver. Donc, en fait, si tu veux, c'est des journées qui sont tellement courtes où si on l'avait tourné en été, on aurait eu moins de jours de tournage parce que le soleil se serait couché à 18. Non, il aurait commencé à baisser vers 19h. Donc là, ça fait des journées très confortables qui commencent plus tôt. Mais là, ça commence pas avant 10h du mat et ça finit à 16h30. C'est des journées tellement courtes. Mais 68 jours de tournage, c'est 30 jours de plus que le 1, par exemple. Voilà. Et on a plus de jours de tournage. C'est pas plus confortable parce que on rush tout le temps. On court de toute façon après le temps. C'est normal. Ah, ça, c'est le maître, hein, le temps sur les tournages comme ça. Et surtout en hiver quand il fait pas beau, quoi. Et surtout en hiver, effectivement. Ouais. Moi, j'ai, alors, il y a, ce qui est cool, c'est qu'effectivement, il y a tout ce spectacle, sur la route, avec les véhicules, et t'en crash, et tu t'amuses, et puis ça drift dans tous les sens, et ça, c'est mortel. T'as fait ça aussi, à un moment donné, je crois, vous passez, c'est Montpellier, c'est ça la ville, il me semble? Ouais, Montpellier, ouais. Passer au cœur de Montpellier. Et 7 aussi. Ouais. Et 7 aussi, d'accord. Et alors là, on a du drone FPV. À un moment donné, vous passez sur des quais, vous passez près d'une place, tout ça et tout. Ça, est-ce qu'il y a eu, vous avez dû avoir recours au CGI dans la ville où vous avez tout fait aussi en dur? Non, tout est fait en dur. Là, il y a le budget CGI. Il est vraiment tout petit et il est condensé sur la scène de l'hélico pour certaines explosions et les pales de l'hélico. Mais sinon, à part ça, non. Sinon, c'est tout en dur. Oui, c'est tout en. Là, c'est des cascades pratiques. Voilà, même si elles sont un peu novatrices pour l'équipe par moment, genre couper une alpine dans le sens de la longueur ou ce genre de choses, ça reste quand même. C'est possible. Voilà. Donc autant le faire en vrai. Bah ouais, c'est mortel. Je pense à ça parce que toi et moi, on en a discuté en plus la semaine dernière, je crois. Il y a un film qu'on attendait comme des dingues sur Netflix parce que voilà, Tom Hardy qui revient, voilà, dans le cinéma d'action, Ravage et tout, tu vois, ça sort sur Netflix. Gareth Evans, voilà, on attendait ça comme un truc de fou. Moi, tu sais très bien ce que j'en ai pensé, surcoté. Surtout quand je vois le début tout en CGI. Pour moi, c'est la promesse non tenue de Gareth. Alors, je reconnais, bien entendu, que moi, j'aime quand ça saigne, quand c'est full premier degré, quand il y a de on sent la rage, mais honnêtement, le film serait sorti comme je dis, quand le film serait sorti à 5-7 ans, j'aurais dit, ouais, bien, tu vois. Aujourd'hui, en 2025, Avoc, c'est rincé. Mais quand je vois le film et je vois que la plupart tout est en CG, même quand ils sont sur un plateau, le set, c'est les décors, ils ont tourné en fond vert et ça se voit trop, déjà d'une. Et quand je vois que derrière, la semaine d'après, on a un film français qui arrive et on sait en plus comment est traité le cinéma d'action en France, parce que c'est chiant toujours de dire le cinéma français, le film d'action français. On déteste cette formule. Oui, mais parce que typiquement français, quoi. Oui, parce que le cinéma français, bordel, ne nous en offre pas assez. Moi, je suis un fan du cinéma de genre, et en plus, je sais mettre mon curseur, tu vois. Moi, par exemple, j'aime bien ce que fait Asylum. Asylum, c'est un gros studio de B-movies, low budget movie, qui tourne en 8 jours. Mais quand je regarde un film Asylum, je sais que je vais regarder un mec qui a tourné en 6 jours et qui a fait 10 jours de CGI, tu vois. Donc, je sais ce que je regarde, je m'en fous. Mais au moins, ils produisent. En France, il faut qu'on produise. Il faut qu'on produise pour qu'on arrive de plus en plus à l'excellence. Et tu le verbalisais très bien tout à l'heure. Quand on te dit, t'as fait balle perdue 1 pour ce budget, tu peux faire 2 pour ce budget. Non, parce qu'on a des ambitions. On a besoin de plus, on a besoin de soutien pour montrer qu'on peut faire plus. Ouais. Et plus on fera plus on fera mieux. Alors parfois, on fera pas mieux. Parfois, on fera des films quand même pourris. On l'a vu. Hein. Besson nous a parfois sorti des merdes sans nom, mais c'est comme ça qu'il peut pas être toujours au top, le Luc. Et parfois, on a des petits films comme ça qui arrivent et qui se créent une trilogie. Et balle perdue, en termes d'action, bordel, ça vaut son pesant de cacahuètes. Merci. Moi, j'ai envie de te dire merci parce qu'on sent. En fait, moi, quand je sens le travail derrière la caméra, derrière les répétitions, quand tu sens que les mecs ils ont transpiré, putain, ça fait du bien. Et on a besoin de ça. Donc, si tu pars pas sur balle perdue 4, reste dans l'action. Oui, non, mais non, je peux aller plus loin. C'est addictif. Mais après, tu vois ce qui se passe. Alors, juste petit aparté sur Avoc.
Yes. Donc, moi, curieusement, c'est la poursuite en CGI que j'ai préférée dans le film. C'est-à-dire, c'est vraiment la scène d'ouverture, je la trouve géniale parce que je la trouve plutôt vraiment bien faite. Et je comprends en fait son parti pris. Il tourne au Pays de Galles, donc c'est pas du tout New York ou Chicago, mais il doit donner l'impression que c'est à Gotham City. Et du coup, donc, je comprends en fait tout le parti pris VFX, tout reproduire. Et pour le coup, je trouve l'ambiance plutôt bien faite. Et ça, à la limite, j'ai kiffé. J'aurais aimé que tout le film ressemble à la scène d'intro, finalement. C'est-à-dire qu'il aille à fond dans, pas le film d'animation, mais dans le jeu vidéo. Mais voilà. C'est parce que t'aimes ça, toi, le jeu vidéo, c'est pour ça. Ouais, j'aime le jeu vidéo. J'ai kiffé cette poursuite d'intro, même si elle est aux antipodes de ce que moi, je pratique d'habitude, c'est-à-dire des vrais véhicules. Mais ça permet une liberté aussi qui est pas mal. C'est sûr. Mais bon, voilà. Et petit aparté. Et du coup, ensuite, ouais, je voulais dire... le problème qu'on a aussi en France, c'est qu'on a des réalisateurs qui vont s'auto-brider. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont grandi avec nos références, etc., qui auraient envie, mais qui, pour être sûr de faire un film un jour, c'est pas qu'ils baissent leur niveau d'exigence, mais ils se disent, OK, la France attend ça de moi, donc je vais, voilà, je suis fan de Pacific Rim, mais mon film, ça va s'appeler Clémentine sous l'olivier, quoi, tu vois. Et ils essayent de, voilà. Et donc, ils essayent de faire leur trou et il nous manque des réals, je pense, et des réals qui ont cette passion de l'action et qui surtout sont avides d'en fabriquer. Pourtant, il y en a, voilà. Et je pense que la prochaine génération, il y en aura de plus en plus. Et ça, j'attends, en fait, vraiment. Ce serait fou. Ouais, mais tu dis il y en a. J'ai reçu aussi à l'époque, parce que Netflix m'avait invité à une journée cascade où je m'étais jeté d'un truc qui m'avait foutu le feu et tout, c'était mortel, parce que moi j'ai fait pas mal d'arts martiaux et de boxing. Ouais, c'était pour Aka. J'étais avec Morgan S. Dalibert qui était ton chef-op. Ton chef-op sur les deux premiers ou, non, les deux premiers exactement. Les deux premiers, ouais. Et donc Morgan, d'ailleurs Morgan, j'ai eu des nouvelles là, il m'a invité à l'avant-première de Rapide et j'ai pas pu y aller, mais bon, voilà, je lui souhaite le meilleur. Bien sûr. Mais Morgan qui a fait avec Aka par exemple, voilà. Un super film d'action, putain. Pareil, tu vois, il a fait un super film. Toi et lui et toi, vous êtes quelque part un peu ces mecs qui mettent les mains dedans, qui ont envie d'y aller, quoi. Et je pense qu'il faut que vous gardiez ce niveau d'exigence quelque part. Tu en parlais très bien et de pas. C'est sûr que ça fait peur, mais je crois qu'il faut que vous arriviez à garder ce niveau d'exigence et y aller à fond, quoi. Pousser les portes. En plus, là, ce qui est bien, c'est qu'au moins balle perdue, tu vois, t'as du résultat. Donc ça fait extrêmement plaisir. C'est-à-dire qu'encore une fois, là, quand même, déjà on est sur 2 jours d'exploitation streaming et ça se cale, ça rejoint les scores du premier. Et j'espère que ça fera même mieux parce que je trouve qu'en termes d'action, les scènes sont mieux. T'as étoffé ton casting, il me semble, avec l'arrivée de Gérard Lanvin. Tout à fait. Et moi j'avais peur parce que moi Gérard j'aime beaucoup, hein. C'est un des anciens, des vieux de la vieille que j'aime beaucoup. Bon, il commence un peu aussi à se faire vieux, Gérard, mais putain il tient le truc, quoi. Il a de la gueule et tout. J'aime bien comment il tient le polar. Dis-moi toi, parce que j'ai rencontré Alban Lenoir qui est un super stunt à la base, qui est un mec plutôt martial artiste et tout, qui tient son truc. En termes d'acting, maintenant, il commence à être le visage du cinéma d'action français, en tout cas. Ouais. On lui donne confiance sur des trucs. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, t'as une direction de comédien, parce que tu sais, c'est souvent ce qu'on remet en cause en France. Bien sûr, ouais, je comprends. Ouais. T'as une direction c'est quoi, toi, ta méthode? Parce que j'imagine, même pour toi, qui est réalisateur, je pense parfois, ça doit être un peu l'enfer, parce que je pense aussi, parce que quand tu me parles de référence, tu me parles des années 80, 90, tu vas me parler de Die Hard, tu me parlais d'hélicoptère, je pense à Cliffhanger, tu vois, je pense à Au revoir à jamais. Bon, bref, on se parle de tout ça, et à un moment donné, t'as ton comédien, tu sais que quand il va être dans l'action, il va faire le boulot, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais à un moment donné, il y a aussi il y a de la comédie, bien sûr. La comédie, peut-être un peu de second degré parfois, parce que c'est ce qu'on aime aussi. Et c'est quoi ta méthode pour les mettre? Parce qu'il faut qu'ils soient à l'aise, les mecs. Et c'est pas évident. Je dis pas que c'est facile, attention. Faut que les mecs soient à l'aise. Est-ce que tu as une méthode? Comment tu travailles là-dessus, toi? Ils sont tous les acteurs que j'ai eus sur les balles perdues sont tous très différents. Donc je m'adresse pas pareil à tous. Après, il faut savoir qu'on est en France et que les verrous qu'on a en tant que spectateur quand on voit des gens jouer premier degré, ce genre de rôle, etc. Donc ça nous paraît toujours automatiquement un peu ridicule. En fait, ça nous choque. Et ben on a aussi ces verrous. Ça, hein. Nous, on a été aussi élevé au doublage français, à la VF. Donc ça faut faire attention. Ah oui. Et oui. Mais des voix des doubleurs sont absolument
incroyables. Incroyable. Et ils sont rares à avoir ce timbre de voix, etc. Bon, déjà, j'étais très content de tourner avec Lanvin ou Duvauchel, Oui, qui ont des timbres de voix qui sont... la voix, ça fait énormément de choses. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a un aspect qui est quand même à la fois pour moi et pour eux, pour certains d'entre eux en tout cas, qui viennent du cinéma d'auteur, de comédie, etc. Il y a un côté vachement, comment dire, contre-intuitif à jouer 100% premier degré. C'est quelque chose qui peut faire peur. Et donc, du coup, moi, mon boulot, c'est déjà moi d'être convaincu que c'est ça que je veux, parce que sinon, le ton du film, en fait, il va être dans la comédie. Et parce que c'est très, très rapide en France. Qu'on tombe dans la comédie. On est tous des déconneurs, en fait. Et du coup, moi, je voulais pas ça. Je voulais vraiment m'éloigner. Donc, je force le trait un maximum, tu vois, dans l'écriture des persos et tout, pour être sûr qu'on fasse jamais ce pas de côté dans la comédie qui va nous faire retomber dans nos vieux travers de français. Et donc, du coup, mon job, c'est moi de les rassurer quelque part et leur dire que c'est cool. Et au bout d'un moment, ils sont rassurés. Il y en a qui vont comprendre tout de suite le genre de film dans lequel ils sont. Donc, Nicolas Duvauchel, aucun problème. Alban, aucun problème. Gérard Lanvin, aucun problème. Mais c'est parce que on est tous des grands gamins, en fait. Et Ramzy, c'était pareil. C'est-à-dire qu'il allait enfin avoir un rôle de flic premier degré. Il était ravi, en fait. Tu vois, il joue aux gendarmes, aux voleurs, en fait. Et donc, du coup, il y en a pour qui c'est moins dur que d'autres de rentrer dans ce truc-là. Et je sais pas si j'ai répondu à ta question ou si je suis en train de le faire, mais mais plus précisément quand même, parce que je sais que ça intéresse les viewers. Plus précisément sur les takes, toi, tu fais ton cadre, ils doivent parler. Ouais. Quand plus tu le pousses à essayer d'avoir le résultat que toi t'as envie, est-ce qu'au final tu prends pas peut-être la première ou la deuxième take, parce que plus tu vas les pousser et plus ils vont partir sur quelque chose, effectivement, forcément un trait de caractère qui est pas le bon, en fait, ou parce que ils ont du mal à... Et il te faut combien de takes, par exemple? Je sais pas, tu vois, tu viens de parler d'un truc, tu disais souvent on va faire une prise et si on peut très vite basculer vers la comédie, parce que c'est vrai. Et tu vois, je pense à la scène de la Renault 21. Ouais. T'as mis à la caisse la Renault 21. Ça, effectivement, c'est très vite le truc bâtard qui peut te faire, tu sais, qui peut te faire basculer sur un truc comique suivant le ton que t'emploies. Et donc, du coup, faut que t'aies cet équilibre-là. Alors, toi, t'estimes combien de takes pour être satisfait, quoi, en tant que réal, quoi, tu vois? De toute façon, non, on est sur un truc très très classique on fait au moins 3-4 prises, en fait, parce que même une fois que tu as la bonne prise, tu la refais pour la sécuriser. Après, il arrive que les comédiens demandent une prise supplémentaire, et ça, je refuse jamais, parce que justement, toutes les prises vont être différentes. Donc, elles vont toutes être jouées soit trop fortes, soit justement trop drôles, l'entre-deux. Et puis après, au montage, c'est là que le vrai travail finalement commence. C'est au montage où tu te dis, ok, là, notre film, il nécessite d'être dans ce ton-là, dans cette énergie-là, etc. Mais on fait des prises à chaque fois différentes. C'est pas genre on fait une première prise, ah c'est nul, on en fait une deuxième, ah c'est un peu mieux, et une troisième, etc. Non, on fait une prise vraiment bien différente, une troisième, etc. Mais même moi, en tant que réal, on parlait de verrou tout à l'heure, de ce côté contre-intuitif des Français à jouer vraiment 100% premier degré dans des films qui sont absurdes. Balle perdue, c'est absurde, c'est-à-dire qu'on fait, c'est n'importe quoi, il y a des voitures dans les airs et tout, tu vois. Et tout ça, il faut rentrer dedans, c'est un vrai saut de foi. Donc même moi, en fait, j'ai besoin de tester plusieurs choses avec des comédiens qui sont tous très conciliants, voilà. Et après, il y a des, comment dire, en termes de direction d'acteur pur, ça va dépendre de l'acteur que j'ai en face de moi, voilà. Je vais pas donner les mêmes indications à Ramzy qu'à Alban. Voilà. Donc c'est tout. Puis après, il faut aussi leur faire confiance parce qu'ils ont des choses à proposer. Donc voilà. Ouais, bien sûr, tout à fait. Ça, c'est super. Et on parlait de Julienne tout à l'heure pour tout ce qui est un peu sur la route et tout ce qui est un peu fight. On peut parler quand même de Manu. Manu. Ah, Manu. Alors j'ai rencontré Manu dans un cadre. J'ai rencontré Manu quand en janvier dernier dans un café. Ah bon. Ouais. Wow. Très bien. Je ne dirais pas pourquoi et pourquoi. En tout cas, c'était cool. Non, mais parce que je rencontre Manu et on parle d'arts martiaux, de boxe, et il me dit, faut que tu passes à la salle, Puis moi, j'ai reçu des gens avec qui il a travaillé,
Marc Dacascos ou tu vois, et donc je suis très fan et Marc est incroyable et donc il a bossé avec toi et c'est vrai que c'est un peu le numéro 1 en France. Tout le monde veut bosser avec lui. Enfin, il a fait à un moment donné. Quand tu vois sa liste et tout sur quoi il a bossé. Puis à un moment donné, on commence à discuter et on part sur le cinéma. Et en fait, on a fait une 7e dimension dans un café. Tu vois ce que je veux dire? Quel dommage. Tu fasses une 7e dimension. Enfin, il faut absolument que tu viennes chez moi là un jeudi soir, qu'on parle de cinéma parce que je pense que ça, on va kiffer. Et alors, parle-moi un peu de ton travail avec Manu sur tout ce qui est chorégraphie de combat. En fait, le travail avec Manu, ça va être. Moi, je vais écrire le scénario. Par exemple, tu vois, il y avait une scène de baston dans un commissariat. J'avais écrit, c'était avant 2015, donc bien avant le premier Balle Perdue. Dans tous mes scénarios, il y avait une putain de scène de baston dans un commissariat, quoi. Tu vois, même si ce n'était pas à sa place, je la mettais. Voilà. Et du coup, forcément, elle se retrouve dans Balle Perdue. Parce que j'adore les scènes de baston. Tous mes courts-métrages tournent autour des scènes de baston, finalement. Et du coup, ça faisait très longtemps que je voulais travailler avec Manu Lanzi. Il y a des anecdotes marrantes sur ça et tout, parce que ça fait très très longtemps que je le connais. Mais du coup, je sais que dans Balle Perdue 1, il va y avoir une baston dans un commissariat et qu'on aura un personnage principal qui va taper 10 flics pour s'échapper. Voilà. Et moi, j'arrive devant Manu et je lui dis, écoute, voilà, on a Alban, on a ce décor-là, et voici l'intention de la scène. On va passer, je lui montre le chemin du personnage dans le décor. Je lui ai dit les plans que je veux voir, enfin, les moments où j'ai pas envie que ce soit cuté forcément, et on se met d'accord sur le degré de violence et le degré de technicité de la baston. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut une baston à l'américaine avec nos amis stars hollywoodiennes qui font toujours les mêmes coups, etc. Ou est-ce qu'on veut un truc vraiment coréen, hyper sale, etc. Et on essaye de trouver notre identité à nous. Voilà, un truc vraiment bourrin. Et du coup, Manu, ensuite, lui, il va créer une chorégraphie qui relie tous ces points de décor et il va ajouter ses idées de chorégraphe qui sont toujours, moi, qui me font énormément marrer. Dans le 2, il y a une baston dans la maison au début, donc il a eu l'idée de rajouter des poids dans un torchon. Je lui ai dit, écoute, à la fin de la baston, je veux que tu me trouves un finish move sur un des gars, et il me trouve l'idée du genou d'Alban qui écrase la tête contre un îlot central dans une cuisine. Et Manu, il a toujours des super idées comme ça. Voilà. Donc on discute beaucoup, il m'envoie des prévises et après on tourne. Et ça, c'est fantastique. Et le tournage se passe à 2. J'ai toujours Manu parce que là, on a toujours nos acteurs principaux qui sont au milieu de la baston. Donc on a Alban, mais on peut aussi avoir Duvauchel, on peut avoir Quentin Desnaux, donc qui joue le personnage de Yuri. Et à partir de là, si on filme pendant 48 heures que de la baston, j'ai besoin que Manu, c'est Manu qui va leur dire là on va aller jusque là, etc. Là, attention à ta tête, il faut que tu joues et tout. Donc tout d'un coup il y a aussi une direction d'acteur physique fait pour ça. Donc c'est pour ça que Manu m'accompagne sur les tournages de ces scènes là. Ah ouais, c'est super. Ah Manu, sacré. Ouais, Manu Lanzi, on peut en faire un bouquin, ouais, bien sûr. Avec les références qu'il a en plus, il peut que sortir de bonnes idées. Non, faut lui faire confiance. Puis c'est un super gars, franchement. On s'est bien marré avec Manu. Écoute, mon Guillaume. Ouais, 33 minutes. De toute façon, le film vient de sortir. Là, ça se passe plutôt bien. Et on est content. Ouais, pour l'instant, c'est très cool. Ah oui, oui. Là, bon, t'es au chômage technique. Mais. C'est vrai, pour l'instant. Qu'est-ce que t'es. Non, mais parce que, mec, t'es un créatif, t'es réal, tu sors de ta trilogie. Et est-ce que c'est vrai qu'elle va sortir? Alors, c'est vrai qu'elle va sortir en physique ou pas? On a un truc physique. Ouais. Oui, bien sûr. Putain, je te kiffe, mec. À partir du moment où les films ont récupéré les droits. Mec. Ouais, vas-y, dis-moi. Je te jure, je te demande un truc et je te jure, sinon je boycotte. Vas-y, c'est important. Tu sors ta trilogie. S'il n'y a pas la jaquette originale sur chaque film. Alors. Oh putain, Guillaume. Non, mais ça, je ne sais pas encore si c'est possible de récupérer les visuels pour la jaquette originale, Guillaume. Je vais me battre. Non, mais évidemment, je vais me battre pour le commentaire audio, je vais me battre pour les bonus à foison, mettre tous mes courts-métrages dedans, etc. Faire un coffret 3 DVD, mais enfin 3 Blu-ray, 4K, bien sûr. Refaire le mix aussi des films pour avoir un son Dolby Atmos, j'en sais rien, tu vois. Non, tout ça, on va le faire bien. C'est une de nos priorités avec le prod. On doit juste attendre de récupérer les droits des films, mais c'est
ça arrivera de toute façon. Bah oui, fais-le, putain. Bah écoute, on sera les premiers à les avoir sur nos étagères. Attends, tu rigoles. Ah, moi j'ai des étagères, regarde, tu fous un paquet de merde incroyable. Moi, il me faut absolument mon Blu-ray là-dessus aussi. Hein. T'es obligé. Nous, on est des fans de la jaquette originale. On aime bien. Bon, maintenant, même si c'est vrai que ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est les jaquettes alternatives. On parle bien entendu des jaquettes originales, tu vois. Mais j'aime moins. Bah oui. J'aime moins. Voilà. Bah, t'es comme nous, bah oui. Tout à fait. Non, mais je veux l'affiche originale sur le voilà, exactement. Exactement. Très important. What's next pour toi? Est-ce que t'as, bon, j'imagine t'as toujours des projets à gauche, des trucs sur lesquels tu peaufines. Est-ce que parce que tu sais, sur une saga qui marche, il y a toujours des ouvertures de pouvoir continuer. Tu peux avoir des idées de spin-off, ou est-ce que t'es sur l'action, mais t'as d'autres idées, t'as envie d'aller ailleurs mais toujours peut-être dans ce genre où t'éloigner carrément, t'en éloigner. Alors moi, ce qui me ferait kiffer, par exemple, c'est de voir des réalisateurs émergents, tu vois, qui kiffent l'action, s'emparer d'un spin-off de Balles perdues, par exemple, que je pourrais coécrire avec eux. J'en sais rien. S'ils veulent faire un film sur Yuri, par exemple, j'en sais rien. Donc, un film qui serait 100% baston pour le coup, ça pourrait vraiment être cool. Et moi, je sais pas encore. J'en sais rien. Et je bosse. Non, je commence à réfléchir sur. On a une direction avec Rémi, le producteur, c'est-à-dire on sait exactement où on veut aller, mais les budgets c'est faramineux en fait, et on veut continuer en France, donc il va nous falloir des années et des années pour continuer à mériter des gros budgets finalement. Et puis à l'étape aussi peut-être du cinéma en salle, etc. Donc c'est tout un délire de stratégie, pas se planter, etc. C'est-à-dire que je pourrais faire les films qui moi juste me plaisent, et tant pis si ça marche ou pas, mais en fait je trouve qu'on doit continuer à pousser le curseur très loin, et j'ai envie de continuer à travailler avec mon équipe, quoi, avec David, Manu, tout ça, donc on va continuer comme ça. Écoute, je vais te mettre en grand, je vais te donner le mot de la fin pour Balles perdues 3. Yes, vas-y mec, c'est ton film, on t'écoute. Alors, n'allez pas voir Balles perdues 3, abonnez-vous plutôt à ma chaîne YouTube, où vous pourrez trouver mes courts-métrages. J'ai déjà presque 600 abonnés, c'est absolument énorme. Merci John. Merci à toi mon Guillaume, je mets fin à cette vidéo, et écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite, et nous on se voit très vite, ok? Eh ben, très bien, merci John. Ciao.